Hey, 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 hey. J'étais en mute avant? Ouais, ouais. Oh là 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 Tu peux là, bah refaire ton oui. intro. Tu peux Ah là refaire là là ton là là intro. là 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 là. Oh là 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 là. Vous savez quoi? On va vous remettre une petite musique et on va relancer ça vite fait, comme ça on fait. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mars, pardon. Pour ceux qui nous suivent en live, en fait, voilà, il y avait un petit faux pas, mais ça sera coupé au montage, donc vous ne le saurez pas. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet dont on parle, j'ai envie de dire, qui intéresse les gens de 7 à 77 ans, des cours de récréation aux jeunes ados que nous sommes de 40, 50, voire plus. Et on parle des cartes, des TCG, des Trading Card Games, ces fameuses cartes Pokémon, One Piece, Magic et autres qui sont à la base des jeux et avec le temps sont devenus des objets de collection qui atteignent pour certains des prix complètement délirants dans le monde, tout simplement pas de la blockchain, hein, le monde normal, j'ai envie de dire, le monde des jouets, le monde de la carte. Mais évidemment, il y a un gros pendant numérique qui s'est développé depuis quelques années et on va en parler avec Triskelion. Laurent, comment vas-tu, Laurent? Bah, écoute, ça va. Merci de l'invitation, John. Eh ben Très content d'être merci, là. merci, grand plaisir de t'avoir. Alors, tu peux nous juste, on va rentrer dans le sujet, mais je pense que c'est intéressant que tu te présentes un petit peu, Laurent, comment t'as découvert déjà, enfin, qui es-tu, Laurent, déjà? Qui es-tu et comment as-tu découvert cet univers justement des trading cards on-chain, qui est un peu une... Alors, Ouais. parce qu'on est des grands ados, hein, voilà, c'est ça. Et qu'on cherche toujours les moyens de s'amuser. Allez, on va la faire courte. Découverte des trading cards, ça remonte à 93-94. J'ai un pote qui revient de la Gen Con et qui me dit qu'il a jamais vu une queue aussi longue sur un stand. Le stand, c'était des petits gars qui s'appelaient Wizard of the Coast. Il y avait un mathématicien qui s'appelait Richard Garfield qui était à la manœuvre. Et le gars a vendu avec son équipe tout leur stock en moins d'une demi-journée. Il y avait la queue, les gens se battaient. Enfin bref. C'était en quelle année, ça? 80, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 93, la Gen Con de 93 ou 92, puisque malheureusement je suis vieux, donc je passais le bac en 92, donc ouais, ça doit être ça. Ouais. Euh, voilà, donc D'accord. Donc, il c'était revient, il revient, il revient ce de la fameux Gen jeu de cartes Con. Magic. Ouais. Ouais, voilà, il revient de la Gen Con, il dit il faut qu'on en trouve, on a de la chance, on a un jeu des cartes à Lyon, et du coup on va faire la queue, le gars dit je viens de les avoir, on met la main sur un starter chacun, 3-4 boosters, on a joué toute la nuit, accro à fond, le lendemain on y retourne, on dévalise la boutique, et puis là, voilà, c'est le début. Je le connais, le Descartes de Lyon, Métro Ampère. Le Voilà, fameux. métro ampère. Voilà. Très bien, très Il existe, bien. voilà, il existe toujours d'ailleurs. Et du coup, on joue toute la nuit, on veut en récupérer, et puis là, comme toutes les drogues, quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà, donc à l'époque, on cherche un peu comment on Donc là, peut. à l'époque, tu achètes des boosters magiques. Voilà, Ouais, c'est des boosters voilà. magiques, Et des pour nouveaux. information, j'ouvre mon Black Lotus sur le 3e booster, donc la carte la plus recherchée de Magic, ouverte dans un booster. J'ai eu la. Ouais, Donc Black Lotus, ouais, c'est là. Quand c'est le tu truc qui connais le vaut monde entre 3 000 Magic, et 4 000 $ aujourd'hui. ouais. Donc voilà, tiré dans un booster, hop, sorti, et on jouait sans protection à l'époque. Tu peux imaginer que voilà. Oui, Et parce qu'à la base, t'avais pas, enfin, l'aspect collection était, enfin, c'était d'abord un jeu non, avant c'était un d'être, jeu. c'était Nous, un jeu avant on d'être de la jouait. carte de collection. Voilà. Ok. Et c'est la collection après. Alors j'ai un côté collectionneur.
malheureusement. Donc du coup, je fais les poches des potes pour leur piquer toutes les cartes que j'ai pas, quoi. On fait des échanges de fous sur des cartes qui aujourd'hui valent des dizaines de milliers. J'en ai laissé partir pour récupérer simplement une carte parce qu'il y avait un beau dragon dessus, quoi. Tu vois, voilà. Ou des cartes puissantes qui aujourd'hui ne valent plus rien parce qu'elles sont totalement voilà. Et donc on a joué tout ça et puis voilà. Et puis on est même très monté bien. à Paris pour aller acheter des cartes à Love Cube. Donc tu vois, c'est D'accord. vraiment. Donc très bien. Donc passion, on va dire de grand ado dans la carte Ah, Magic. voilà. Après Pokémon débarque. Voilà. Grâce à un copain qui bosse pour Nintendo, j'ai pu participer à la traduction en français du coup de Pokémon. Donc ça, c'était plutôt cool. La traduction du quoi? Du dessin animé? Ah, du jeu de Ah, cartes. du jeu Pokémon, du jeu de Du jeu cartes. Pokémon, ouais, j'ai Donc- fait un peu de review de trucs avec un très bon copain à moi, que je salue d'ailleurs. Hein, salut Stéphane. Voilà. D'accord. Donc tu faisais de la trad du japonais au français, c'est ça? Non, en fait, on vérifiait que c'était accurate par Ah rapport oui. à la trad et puis tu sais, les jeux de mots, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, histoire qu'il y ait une certaine consistance. Et puis D'accord. surtout les game mechanics. Moi, enfin, pas ma spécialité, mais mon kiff, c'est de travailler sur tout ce qui fait qu'un jeu marche avec les game mechanics qui sont intéressants. Est-ce que c'est simplement des sur les cartes ou est-ce que ça va un peu plus loin? Ça, c'est mon Très bien, très bien. Voilà. Ouais. Donc intérêt très fort, Oui, traduction de cartes, oui. et ça t'a amené du coup, ça t'a Bah, amené. m'intéresser à tout ce qui sort en fait, parce qu'on cherche tous le truc on en reparlera pour le Web 3. On cherche tous le truc le petit frisson qui dit tiens, j'en ai trouvé un qui est mieux que. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire pour tous les autres, hein, Magic, voilà, c'est ma cam voilà. Donc tous les jeux, je les compare à Magic et c'est vrai qu'on a Et du mal. rien n'est mieux que Magic. Ah, je vais pas me positionner comme ça aussi brutalement, mais j'avoue que tu reviens toujours à Magic, quoi. Voilà. Donc tu joues encore à Magic. Oui, bien sûr, ouais. Et Magic, ils sont devenus, donc ils sont passés en digital puisque le sujet nous intéresse ici. Donc la bascule se fait assez rapidement quand ils se disent c'est bien le physique, mais le physique, il faut déplacer beaucoup de gens. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de jouer en ligne, hein, tu vois, donc sur Magic Arena. Avant, il y avait un Magic Online. Ce qui motive tous les TCG de passer en digital, c'est la possibilité d'avoir tes cartes et de jouer n'importe quand. Moi, ça a révolutionné ma vie, le digital et le online, puisque du coup, tu peux jouer n'importe quand, parce qu'il paraît qu'on grandit, qu'on a un taf, qu'on a une vie de famille et que c'est compliqué de jouer tout le temps et puis de se barrer un week-end complet Mais pour aller donc jouer. là, ouais, d'ailleurs, quand tu as un jeu Magic, tu as un compte, Ouais, Wizard of the Coast, quoi, oui. un compte, Le Play voilà. Network, ouais, Tu c'est ça, ouais. retrouves tes cartes et comment, en fait, et tu as du coup, tu as des decks déjà, Ouais. tu as un lien entre ta Alors, collection c'est physique là et ta où collection. voilà, c'est là où la grande divergence se fait entre deux choix. Il y a ceux qui choisissent de faire une collection physique que tu achètes dans des boutiques, hein, et ta collection digitale, mais elles ne sont pas liées. Donc ça veut dire que quand une extension sort, moi qui suis Ok, collectionneur, ouais, et donc ben c'est je séparé. vais voilà, Donc je vais toi, dépenser. tu es concentré par exemple sur ta collection physique, j'imagine, et le Oui. digital est plus pour avoir un jeu performant pour pouvoir t'amuser de temps en temps, quoi, c'est Ouais, mais ça? le problème, c'est que quand tu veux être performant, c'est pas 10 € que tu mets dans la machine, quoi. Donc, à chaque extension, tu mets à la fois beaucoup d'argent pour avoir toutes les cartes physiques Mhm. et à la fois beaucoup d'argent pour avoir des cartes digitales. Donc, D'accord. tu vois, Et ça, bon, bah oui, en fait, c'est la technique, ouais, donc c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, pour pour l'éditeur, Wizard of the Coast, c'est ça. voilà, Donc ils c'est ont trouvé ça. un modèle pour te facturer 2 fois, et sachant qu'évidemment, en plus, il y a rien d'histoire de blockchain. Ça veut dire que ces cartes digitales, tu peux quand même les revendre, les cartes digitales, ou pas?
Alors, les cartes digitales, ils ont laissé tomber ça sur Magic Arena, mais avant, ils ont fait un essai sur ce qu'on appelle Magic Online, qui était la première plateforme où on pouvait jouer à Magic. Et là, effectivement, il y a une marketplace où tu peux acheter et revendre tes cartes, mais que digital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ouais, c'est pour enrichir ta collection de collectionneur à collectionneur, mais en ligne. Voilà. Et Ok. immédiatement, il y a des grosses entreprises, enfin, il y a des entreprises, des gens qui ont monté des boîtes qui font de l'achat-revente à quelques. Et le business, c'est sur acheter moins cher et revendre plus cher, quoi. Oui, qui vont arbitrer, on va dire, ou Ouais. faire du trading de cartes. Ok, Ouais, donc avec des ça, bots. donc Ouais. ça, ils ont laissé Voilà. tomber, Alors cette non, ils l'ont marketplace. pas laissé tomber, ils l'ont sous-traité à une société qui aujourd'hui en relation avec eux. Donc tu peux jouer sur MTGO, Magic the Gathering Online, et pour ce qui est plus mainstream, tu as MTGA, donc celui que tu as montré à l'écran là, qui est plus avec une app pour les téléphones. Enfin voilà. Et donc là, on est Ok. sur le Magic Alors, qu'on connaît. du coup, on va un peu accélérer dans le temps. Donc, Ouais. toi, Magic, Passion, traduction Pokémon. Ouais. Aujourd'hui, t'en es où là, dans cet univers? Alors, aujourd'hui, tu veux dire en termes de jeu? Bah, déjà, Euh, oui. Enfin, En fait, après, ma réflexion, elle est là, elle est lointaine sur le fait que si un jour ils coupent le serveur, bah, tout l'argent que j'ai investi, il sert plus à rien. Donc, intérêt pour ce qui est commencé à arriver, c'est-à-dire la blockchain, et qui est une solution pour effectivement posséder digitalement les choses que j'achète, ce qui ferait que si jamais un jour on ferme le serveur, on peut évidemment avoir toujours l'objet et que si quelqu'un reprend derrière, bah, tu transfères ta collection. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Je m'en suis intéressé, par exemple, quand Spell of Genesis est sorti, donc le premier, on va dire, TCG avec des cartes sur la blockchain. Hein. On était sur Bitcoin à l'époque. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Donc maintenant, Spell of Genesis est devenu un jeu voilà, mobile qui a été on va dire, reformaté pour le grand public. Mais au début, on a effectivement des cartes qui ont été mintées et qui aujourd'hui valent un peu. Hein. Donc, par exemple, la première collection, il y a une carte qui s'est récemment vendue 110 Ethers, quoi. Voilà. C'est le deuxième lien que je t'ai donné, juste si tu veux la montrer. Voilà. d'accord. Il y en a 300 en circulation. Voilà. Des Healing Formula. La Healing Formula, donc qui est une des cartes les plus rares de Spell of Genesis. Ouais, voilà. 300 Et qui est exemplaires. jouable, et qui est jouable encore dans le truc, c'est ça on est en 2015, quoi, et aujourd'hui on est en Il y a 2026. 11 ans. Il y a 11 ans, quoi. Ouais, Bon, là, voilà. on est quand même. Enfin, bon, Spell of Genesis, qui est quand même aussi presque un des projets clés dans le chemin qui a abouti à la création des NFT, quoi. On est en Ouais. mode. Ça veut dire que là, comme vous pouvez voir l'objet d'ailleurs, hein, on Oui. a déjà presque tous les éléments qui définissent un NFT dans cette carte, quoi. Ouais. Donc c'est en effet un artwork et des informations on-chain. Et ça, c'était avant même, enfin, c'était les premières cartes évidemment on-chain. Et pour certains, c'est tout simplement le premier NFT. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré l'autre grand projet sur Counterparty sur Bitcoin, qui est RarePP. Et donc, c'est avec ça suite à ça que le projet RarePP s'est créé, qui se trade aujourd'hui. Et donc, ok. Et d'ailleurs, gros bisous à Shaban, qu'on adore et qui est voilà, un personnage exceptionnel aussi. Mais je trouve pas, et à l'époque, quand ça sort, je trouve ça énorme. Je regarde ça tu vois, d'un œil un peu. Je suis encore dans le physique. Tu vois, je me déplace encore sur des tournois, des choses comme ça. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose il y a quelque chose là. Et je pense qu'effectivement, ça a donné plein d'idées à plein de gens parce que là, on touche au vrai point qui m'intéresse moi, c'est la possession. C'est-à-dire, tu investis en fait, tu achètes quelque chose et du coup, le fait de vraiment le posséder, là, ouais, vraiment
Hein. Ouais, Voilà, un game changer à mon avis pour moi, pour ce qui est bien dans sûr, le jeu. bien Ouais. sûr. Et dans la foulée, du coup, bah, pour un peu avancer aussi sur le côté un peu, Oui. finalement, le lien, l'histoire entre le on-chain et la carte de trading. Donc, on a eu un peu l'époque 2015, en effet, les pionniers. Et ensuite, c'est au moment je pense que c'est ça, c'est un peu au moment du bull run 2020. Ouais, c'est ça, On a- 2019-2020 où tout le monde se dit, il y a un truc à jouer. Donc là, on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler les OG du TCG. Donc, il y a au niveau jeu, on va retrouver God Unchained qui marche encore, même si il n'a pas l'audience, on va dire aujourd'hui. Donc God Unchained qui a quand même un paquet d'extensions. Et eux, ils vont à fond sur le truc, c'est-à-dire que tu joues, tu gagnes des boosters, tu ouvres des boosters, et leur idée, c'est de pouvoir fusionner tes cartes pour les rendre, pour créer des NFT. Donc tu peux Donc, fusionner tu fais des cartes. du breeding, quoi, un Ouais, peu. voilà, c'est ça. Exactement. Donc, par exemple, pour une carte rare, pour obtenir une carte rare, il te faut 4 versions digitales de cette carte que tu as dans les boosters. Et ensuite, tu vas dans ce qu'ils appellent la workshop. Et dans la workshop, tu échanges tes quatre versions digitales contre un NFT qui est minté et qui est envoyé dans ton wallet. Ok. Donc, tu peux être un peu un forgeron de Ouais, cartes. c'est ça. Non, le lore et le narratif étaient bien étudiés. Donc, ouais, non, mais Gods Unchained, c'était la folie, en effet, hein, presque, j'ai envie de dire, presque en pré-bull run Ouais, 2021. ouais, Il y avait un token, le Gods aussi, qui ouais. Il y doit. a le God, ouais, que j'ai farmé intensément. Ouais. Ah ouais? Ouais, 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 bah ouais, je jouais beaucoup à l'époque sur God Unchained, donc du coup, c'était plutôt sympa. T'en gagnais en plus, tu vois, ils l'avaient lié à leur écosystème, donc tu gagnais des gods si tu faisais un certain nombre de quêtes par jour. Donc ça, c'est bien. De toute façon, les tokens, enfin, c'est mon avis, le token, s'il a aucune utilité pour le gaming, Oui, oui, euh, oui. ça sert à rien, quoi. Enfin, Il fait partie de mes nombreuses cryptos sub $20 dans mon wallet et ouais. que je regarde plus trop et que je garde par nostalgie, Oui, on c'est va ça. dire. Voilà, c'est ça. Après, Euh, il y a aussi d'autres qui se sont engouffrés, hein, parce qu'on parle des trading card games, mais il y a aussi les collectible card games. Je pense notamment à Sorare, qui a commencé à se dire, mais en fait, les cartes de baseball américaines, les choses comme ça, on pourrait effectivement les rendre digitales. Et du coup, eux se sont lancés, ils ont passé des accords, hein. Donc tu vois, en haut, c'est quand même la NBA, la Major League de Baseball et le foot. Donc ils vont passer des accords pour numériser leurs joueurs, comme nos bons vieux albums Panini à l'époque. Et donc tu vas pouvoir récupérer des cartes et faire ton équipe. Et puis après, bah, du coup, on les fait s'affronter comme on pourrait faire avec des albums à collectionner. Mais du coup, eux aussi se sont engouffrés dedans. Et il y a pas mal de. Il y a des gens encore qui jouent. Voilà. non, mais ouais, enfin, moi, je pense que le concept de Sorare, je le trouve génial. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est enfin, enfin, voilà, bon, là, on parle de deux projets, hein, c'est des bons exemples, en effet. Bon, voilà, c'était une vague. Ouais. Gods Unchained, Sorare, bon, tu avais évoqué Parallèle, on va pas revenir dessus, mais il y a toute une vague de jeux qui Ouais. sont sortis à un moment, et qui étaient vraiment sur cette logique d'un côté, tu l'as dit, Gods Unchained, vraiment le pur jeu de cartes. Ouais. Remarque d'un autre côté, voilà, Sorare, un mélange entre du Panini, mais finalement aussi un peu un fantasy game. Oui. Un fantasy game qui a pris le dessus d'ailleurs quand même. Enfin, tu vois, le côté tournoi, performance, Oui, ouais. Ouais. aligner tes équipes, etc.
Moi, c'est vrai que j'étais plus attiré par la carte Panini d'ailleurs, parce que bon, le foot, j'ai vu ça de loin. Mais Ouais. j'avais acheté quelques Maradona parce que je trouvais ça classe. Eh oui. Donc parce que voilà, et voilà, je crois qu'il venait de mourir d'ailleurs. Donc je trouvais que c'était Mais cool. ces cartes, il y a toujours un projet qui tourne, quelle que soit l'année, tu as toujours un projet de gens qui se disent ah, revenons au Ah non, collectif. non, mais moi je suis persuadé voilà, que ce modèle-là, qui est pas le modèle, hein, on va dire d'ailleurs, dont on va plus parler aujourd'hui, Ouais, mais qui est voilà, le modèle dont on va plus parler, c'est plutôt ce modèle, on va dire, hybride, ça veut dire avec le retour à, à la physicalité, quoi, finalement. ouais, Et donc, c'est ça. le marché aujourd'hui est soit au pur jeu de cartes, soit au double numérique. Enfin, il y a différentes versions, et avec soit des jeux natifs Web3, j'ai envie de dire, soit les bons vieux jeux dont tu parlais, de Magic à Pokémon, qui trade, mais il y a eu ce momentum de pur jeu online qui voilà, qui n'a pas dit son dernier mot, même si en effet, là, il n'y a pas trop de momentum là-dessus en ce moment, non? Non, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de game changer qui arrive. Si j'aurais peut-être je mettrais peut-être une pièce sur un jeu qui s'appelait Project O, maintenant il s'appelle Origin, qui va arriver. Je te l'ai mis en lien. Je mettrais peut-être une pièce sur eux. Ils ont une approche un peu sympa de blueprint, donc de cartes un peu qui se réunit. Voilà, ouais. Il y a un petit lore, un petit narratif derrière. Je pense que ça peut être pas mal. Ils sont backés par CoinGame, donc il y a une bonne équipe de dev derrière, et on est on est à la limite. Alors on n'est pas sur je sais pas ce que ça peut donner en trading. Par contre, sur le côté upgrade tes cartes, tes NFT s'upgrade eux-mêmes en fonction de ce que tu veux en faire, avec les capacités des cartes qui sont pluguées dans les NFT. Donc là, on a une vraie utilisation de la blockchain où tu vas customiser enfin, ils ont une grande ambition. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et c'est chose que tu peux pas faire sur du physique. Donc ça peut être sympa d'avoir vraiment une carte qui est custom comme tu la veux, quoi. Voilà. D'accord, d'accord, ouais. Écoute, c'est Il y intéressant. a peut-être une pièce là-dessus. Et puis il y a des gros, jeux. Il y a des gros players qui débarquent. Ubisoft vient de lancer Might and Magic, Fates, et du coup là il y a une histoire de forge. Donc ils ont repris le concept de God Unchained où tu peux avoir tes NFT, et ils annoncent qu'on va pouvoir si tu cliques sur Marketplace, il y en a déjà quelques-unes qui ont été mises en ligne. Donc ça te renvoie, voilà, ouais, hop, voilà, tu vas sur Token Trove, qui est l'endroit, voilà, et tu vois, voilà. Donc là, on est sur des cartes qu'on peut acheter. Elles sont pas, c'est pas super cher, mais c'est pas non plus des cartes super puissantes, mais elles sont versées directement dans ton wallet. Et ton wallet étant lié au jeu, du coup, tu les récupères instantanément. Voilà. Ils ont poussé le concept, ils ont repris le concept classique, mais le jeu est pas mal, c'est assez dynamique, donc à voir ce que ça donne. Voilà. D'accord. Et là, donc ça se trouve, c'est avec un wallet, j'imagine, c'est un layer Alors, 2. ils sont en lien avec Immutable. D'accord, Immutable, ouais. Immutable, qui est quand même la blockchain un peu historique, j'ai envie de dire, du gaming, justement. Ils sont avec God Unchained. Quand God Unchained s'est lancé, ils se sont lancés sur Immutable. Et aujourd'hui, ils ont une vraie dynamique, eux, d'attirer. C'est simple. Ils onboardent leurs joueurs avec un wallet Immutable qui se voit pas. Donc, du coup, pour tous ceux qui viennent du Web 2, ça leur change pas grand-chose. Et puis derrière, ceux qui sont dans le Web 3, ils savent qu'ils peuvent récupérer les assets et puis les trader, quoi. Ok, ouais. Donc là, ouais, intéressant. Et ce jeu, il s'est lancé quand, ce jeu d'Ubisoft, là? Alors il était en bêta, depuis quasiment 6 mois.
Et là, on peut y accéder. Tu peux le télécharger maintenant via l'App Store. Il est disponible dans Steam. Ils font des mises à jour relativement récentes. C'est plutôt pas mal. On est sur du classique TCG. Hein. Il y a des clans, il y a des couleurs. Enfin voilà, mais enfin, tu sens qu'ils ont étudié les codes du truc, quoi. Puis c'est Ubisoft derrière, donc voilà. Bon. J'ai envie. Donc là, ouais, d'ailleurs, sur les Français, c'est pas mal. Sur les Français, il y a des trucs d'ailleurs. Voilà. On peut passer à une autre question. Euh, Non, Il y a, mais il y a t'as. il y a du jeu underground, mais il n'y a pas vraiment de gros trucs, quoi. De toute façon, Après, tu parles de l'or et tout. T'avais quand même. Mince. Samy. Mince. Alors là, Cross the faut- Ages. Cross the Ages, t'as suivi, non? ah ouais, oui, effectivement, ouais. Mhm. Ça Mais t'a pas, ouais, non, j'ai d'accord. pas accroché. T'as pas Le, le, accroché. le problème, c'est que, en fait, en tant que joueur, il n'y a pas que le côté collectionneur, il y a surtout le côté joueur. Pour Je en avoir comprends. discuté avec plein de vieux potes qui jouent aussi à Magic, on en revient toujours à un truc. Quand il Mhm. n'y a pas la petite étincelle sur ah ouais, ça me fait la même chose. Enfin, on en revient toujours à l'originel, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que Non, mais ce que je me disais, ouais, en termes de création de l'or, ils ont fait un bon boulot. C'est pour ça que je me oui, disais ouais, sur le jeu, c'est vrai que j'y ai pas joué pour le coup. ouais. Mais ok, bon, alors attends, là, putain, il va falloir qu'on fasse une deuxième room. Je le sais qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième room. Non, mais c'est pas. Je Donc, sais, je allons-y. sais, Donc, on est je quand même sais. ici. Ouais. On est quand même ici Je pour sais. discuter des jumeaux numériques Non, et de parce que là, savoir. tu vois, ça fait bientôt 30 minutes qu'on parle, on n'a pas abordé le sujet. On va faire, là, ça commence très bien. Mais j'aime, mais on est passionné et on est là pour parler. En fait, c'est des sujets qui sont géniaux et malgré tout, on revient aussi un peu sur l'histoire qu'on a traversée, d'ailleurs, nous, avec le NFT Morning, qui fête ses 5 ans. Et Ouais. gros bisous, Rémi, on va faire une spéciale 5 ans la semaine prochaine. Donc du coup, on a traversé ces tendances, ces époques, et en effet, ça va revenir. Est-ce que c'est ceux qui se sont créés? Est-ce que c'est Gods Unchained ou Sorare qui vont justement ressusciter? Ou est-ce que c'est des nouveaux players? Est-ce que c'est Ubisoft qui va arriver? Est-ce que justement d'autres acteurs dont tu parlais justement vont émerger? En tout cas, c'est un univers qui va continuer, je suis complètement d'accord. Bah, Et alors maintenant, ouais. quand tu vois que les Pudgy, se lancent aussi à leur tour avec leur jeu, donc qui s'appelle Vibes, et qu'eux ont pris un chemin au milieu, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on va pas faire payer deux fois, donc quand tu achètes du physique, bah, tu as un petit QR code, tu scannes le QR code et ça donne des cartes digitales. Pas autant que quand on a acheté dans le physique, mais du coup, tu as une perte moindre financière en se disant bah tiens, j'ai mes cartes physiques et du coup maintenant j'ai mes cartes digitales. Alors vas-y, maintenant qu'on a abordé Pudgy, parlons un peu de qu'est-ce que fait Pudgy un petit peu dans le space justement. Bah tiens, regarde, hop, tiens, regarde le collectionneur. Hey, bingo. Voilà, donc le bingo. Donc désolé pour ceux qui nous écouteront en podcast, vous n'aurez pas la vidéo, mais voilà. Donc tu vois, ça c'est la première collection qu'ils ont sortie, donc c'est l'intégralité de leur voilà, l'intégralité du jeu. Là, tu peux voir que le collectionneur en fait a commencé à les mettre dans des pochettes parce que en tant que collectionneur, voilà. Tu as voilà une plaque complète. Hop. Voilà, donc tu vois, donc on est sur du classique, hein, du card game avec des mécaniques de jeu qui sont assez sympas. Et puis surtout, il y a l'univers des Pudgy Penguins. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est simple. Ils ont proposé à tout possesseur d'un Pudgy Penguin ou d'un Little Pudgy de se faire transformer en carte, donc d'apparaître sur l'art d'une carte et d'en obtenir des droits d'auteur. C'est-à-dire que quand tu as un Pudgy ou un Little Pudgy qui est pris sur une de tes cartes, et bah, du coup, tu peux en attendre alors c'est pas grand-chose, mais un
tout petit retour. Voilà, donc encore une manière d'exploiter ton Pudgy ou ton Little c'est une bonne approche et ils ont aussi fait ce genre de choses. Donc dans les boîtes de booster, ça se rend pas trop à la caméra, tu as des cartes ce qu'on appelle les sketch cards. C'est quoi, c'est un hologramme, non? C'est un truc Ouais, c'est une carte holographique et surtout elle est dessinée dessus. C'est-à-dire que c'est de la vraie écriture, c'est pas un truc imprimé. Donc ça, voilà. Donc tu peux constater que je l'ai mis bien au chaud dans un protecteur. Ouais. Voilà. On voit quand même le collectionneur d'expérience là, quoi. Ouais, bah ouais, On voit que t'en as bousillé quelques cartes et tu dis ça y est là, c'est maintenant. celle-là. Et celle-là, elle part non, mais il faut le dire d'ailleurs, dans le monde de la carte, ouais. l'état de la carte, c'est quand même c'est primordial, quoi. Alors, c'est ce que j'allais dire. Celle-là, j'hésite à l'envoyer pour la faire grader parce que dès que j'ai vu qu'elle était effectivement un peu shiny, je me suis dit, ah super, une sketch card. Donc, je l'ai sortie évidemment avec les gants. Elle a été tout de suite mise dans le petit truc là, pour info, c'est protecteur anti-UV, enfin la totale. Et j'hésite à l'envoyer pour la faire grader, puisqu'on va en arriver à notre sujet. Une fois que ces cartes sont gradées, elles deviennent possiblement un outil qui va pouvoir, enfin un asset que tu vas pouvoir transformer pour en obtenir un jumeau numérique. Et ces jumeaux numériques, tu vas pouvoir effectivement ensuite, puisque c'est des NFT, les mettre en vente sur des sites. Et ta carte originelle, eh ben, elle est dans un coffre-fort, voilà, avec la Brinks, qui s'engage à les garder, à les protéger de la même manière que des œuvres d'art ou tes bijoux de famille que tu aurais planqués dans un coffre. Et ce jumeau numérique, eh ben, tu peux le trader, tu peux l'échanger, et si quelqu'un l'achète, il peut même demander à le recevoir physiquement chez lui. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire un mix entre le physique et le digital. Ouais. Et ça, donc, c'est vraiment l'équivalent. Donc, et ça marche pour les cartes, on va dire, traditionnelles. Ouais. Pour le coup. Les fameuses cartes de baseball que tous les Américains planquent en se disant ça perd à ma retraite. Et ben, si elles sont gradées et qu'elles sont sur un… Bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous envoyez votre carte. Il y a un service de grading, donc des gens qui étudient au millimètre près à la loupe la qualité de la carte, si elle a été abîmée, touchée, s'il y a des petits trucs. Ensuite, ils la mettent sous blister, qui est scellé, et ils émettent un grading. Donc, le plus connu, c'est le fameux PSA grading, et ça va jusqu'à 10. Et quand on est sur des cartes entre 9,5 et 10, on est sur des cartes qui n'ont jamais été touchées par des doigts, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est très important. Voilà, en tant que collectionneur, en dessous de 9,5, je n'achète pas. Donc, en dessous de 9,5, c'est qu'elles vont tout le temps être sous le plastique. Elles n'ont jamais bougé. Elles n'ont jamais bougé. Voilà. On les voit, et ça encore, c'est un petit cadre, mais t'en as souvent qui sont en pur plastique. Oui. Scellées, en fait, elles sont scellées et il n'y a pas d'air dedans. Enfin, comme tu mets. Vraiment, c'est vraiment un truc officiel, c'est reconnu dans le monde entier. Et quand tu achètes une carte comme ça, tu peux être sûr que… Voilà, j'aimerais bien savoir ce que Post Malone a fait avec le One Ring de Magic. Il a lâché 2 millions pour l'acheter au gars qui l'a ouvert dans un booster. J'aimerais bien savoir s'il l'a mis en cadre ou s'il l'a gradé ou si, à la Post Malone, il joue avec sans protection, quoi. D'accord. Ok, ouais. Donc là, donc voilà. Et donc c'est PSA, hein, c'est ça? Ouais, c'est PSA, ouais. Tu as 3 entreprises qui font du grading. Il y en a 2 qui sont américaines, je crois. Et du coup, tu leur envoies ta carte. Alors là, bien évidemment, il faut payer pour la protection et tout, puisque tu l'envoies en évitant que FedEx la pose au-dessus de ta boîte aux lettres, quoi. Voilà. Une fois qu'ils la reçoivent, ils te font une offre de grading, ils te disent voilà nous ce qu'on en pense, et si tu es OK, bah, ils te la scellent sous blister avec officiellement, elle est enregistrée comme gradée à tel truc, et après du coup, bah, t'en fais ce que tu veux. Et donc, par exemple, tu peux la mettre sur Courtyard pour la vendre à d'autres personnes. Donc, tu ne vends pas la carte, tu vends le jumeau numérique qui est qui représente la carte physique dans un coffre. Très bien, très bien.
Donc, je reformule aussi avec mes mots. Mais Ouais. on avait déjà eu la chance, je vous invite d'ailleurs à écouter aussi, hein, on a eu la chance de recevoir Nicolas Lejeune à 2 reprises, fondateur de Courtiard, Ouais. qui est une boîte, pour moi, c'est un des exemples que j'utilise régulièrement quand on me dit à quoi sert le NFT. Ouais. Voilà, Courtiard, c'est L'expérience un. L'expérience est incroyable. Ils ont réussi sur Courtyard, ils ont vraiment réussi à entraîner pas forcément que des gens qui sont du Web 3. Enfin, je trouve que l'expérience d'achat est plutôt sympathique sur Courtyard. Et puis le fait que tu trouves de tout, hein. Tu as des boosters, tu as des montres. Hein. Je viens de découvrir qu'ils font des montres, en effet. Ouais. Ouais, ils font des comics aussi, parce que les comics sont gradés, hein. Pareil, de la même manière, tu peux faire grader tes comics, donc on te les met dans des boosters et voilà quoi. D'accord. Et en effet, ils ont ce système un peu de washing machine, de machines distributeurs où ils font des repacks. Ouais, Et là, par exemple, je vois un pack qui coûte $10. Et donc, en fait, ils ont, je crois que, je sais pas, ils doivent avoir peut-être 1 million de cartes chez The Courtiers oui, aujourd'hui. Comme ça. voilà, de toute façon, alors petit spoiler, hein, les vieilles boîtes de Magic, on en a plus beaucoup en circulation, mais il y a des gens encore qui en ont dans leur garage, je ne citerai pas de nom, de vieilles éditions qui sont encore scellées. Hein. J'ai un très bon ami à moi qui a quelques boîtes de Pokémon première édition, bien au chaud. Donc, on parle de boîtes scellées qui ont plus de 25 ans, dans lesquelles tu peux ouvrir des Pokémon de l'origine de la collection 1. Donc, tu peux tirer un Dracofeu, le fameux Dracofeu, qui vaut aujourd'hui quelques milliers de dollars. Tu peux l'ouvrir dans un booster. Ça fait partie de l'expérience aussi. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est donc en effet, et là donc voilà, et puis donc tu vas ouvrir. Eux, ils ont ce système où ils recréent les packs carrément. Ouais. Donc ça veut dire ils ont leurs cartes dans leur collection et ils te disent, je pourrais reprendre l'exemple qui est là, Ouais. tu as des probabilités. Tu as des probabilités, quoi. Tout simplement, ils te disent, dans ce pack, tu as 76% de chance d'avoir une carte qui vaut entre 5 et $10 et tu as 0,5% de chance d'avoir une carte qui vaut entre 40 et $215. Ouais. Et en fait, Sachant que je ne sais pas si eux le font, mais par exemple, les deux autres que je t'ai mis en référence, donc Busy et Dripshop, te proposent tout de suite de te racheter ta carte. oui, Voilà. c'est la force. En fait, c'est Courtiard qui a inventé ce modèle, Ok. Du buyback. Et donc, en effet, ils te rachètent. En fait, c'est leur business model, même c'est ça. Parce qu'en fait, Ouais. là, l'achat de la carte, ils vont pas gagner d'argent là-dessus. Parce qu'ils te vendent la carte au prix du marché. Okay. Ça veut dire que si tu fais la moyenne, si tu veux, des probabilités que tu as d'avoir cette carte, et imagine, ils t'ont mis 5 à $5, 10 à $10, une à $20 et une à $200, je dis n'importe quoi. La moyenne exacte va tomber sur le prix de vente du pack. Donc, en termes de probabilité, ils ne gagnent pas d'argent là-dessus. Tu vois. Ouais. Par contre, là où ils gagnent de l'argent, c'est une fois que tu découvres ta carte et que tu vois que tu as une carte à 10 balles, et là, ils vont te dire tout de suite, on te la rachète 9 balles. Et donc, ils te la rachètent 90% du prix automatiquement, sans que tu aies besoin, qui est ultra utile, surtout dans un monde de cartes où tu as toujours cette problématique de l'acheteur et du vendeur. Eux font le market maker finalement avec un stock tellement important qu'ils font presque maintenant le marché de la carte, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que et donc Courtiard, c'est vrai que c'est un succès monumental. Voilà, et t'en as deux qui sont arrivés derrière, donc t'as Drip et Busy là. Alors Busy, j'aime bien parce qu'il y a le côté gamification aussi. Ils ont mis ça dans une machine, tu sais, dans les gacha machines, quoi. Oui, Donc oui, t'as bien le sûr. truc et tu sais jamais ce que tu tires et il y a une petite animation, il y a un petit, tu vois, il y a un petit quelque chose derrière. Ah ouais, j'ai tiré ça, tout ça, donc c'est pas mal le clos. J'aime beaucoup et Oui, tu vois, voilà, pince, il y a des tu vois, c'est le jeu des pinces et il y a différentes catégories et eux aussi font du buyback tout de suite, ils te le reprennent à 80%. D'accord, Tu vois. ça. Voilà.
On aime bien Ouais, ce petit ouais. côté gamification et eux aussi, du coup, ils ont ce buyback et puis surtout, ils ont les jumeaux numériques puisque si tu regardes en dessous, voilà, là, on voit des cartes Pokémon qui sont gradées. Hein. Donc, dedans cette machine, tu peux trouver donc un, un Aquali qui est gradé. Mm. Alors, il n'est pas gradé gros chose, il est gradé 6. Donc voilà, on voit Mhm. 6. Et du coup, derrière, voilà, tiens, tu as une PSA 10. Donc là, elle est Gem Mint. Ça veut dire que celle-là, elle a jamais été manipulée par quelqu'un, quoi. Mais elle a bien Et elle été est scellée. unpackée. Elle a été unpackée quand même à un Elle moment. a été unpackée, mais quand ils unpackent leur carte, enfin, quand tu es collectionneur, tu as toujours une paire de gants à proximité. Hein. Ouais, et Hmm. tu déchires pas le pack à la, à la sauvage. Le pack, il est délicatement ouvert pour éviter d'avoir une marque sur la carte. Quoi. Parce que si tu as une marque sur la carte, tu peux dire adieu à ton PSA 10. Quoi. Ah ouais, PSA 10, c'est vraiment genre, elle est Ah comme elle sort du paquet, quoi. Elle tu sort vois, du il paquet. l'appelle Gem MT, donc ça veut dire Gem Mint, ça veut dire elle est sortie du booster avec des gants blancs, limite dans une salle sans oxygène. Quoi. D'accord. Ok, Voilà. ok, ok, Et très donc tout bien. ça, c'est détenu dans des coffres de la Brinks. C'est la Brinks qui a l'essentiel du marché. Voilà. Et t'as D'accord, très Drip bien. aussi qui fait le même. Donc les trois gros acteurs, voilà, Drip. Et là, on est sur un peu plus autre chose. Tu peux même Juste en termes de avoir des. blockchain, le précédent Busy était sur Base, et là, on est en effet sur Solana, Voilà. Et j'imagine. là, tu as du Laboubou, tu vois, pour rester un peu dans dans la mouvance actuelle. Ils font aussi de la carte de baseball, ils font de la pièce commémorative et ils font aussi les Funko, tu vois, les Funko Pop, Ouais, les donc pop. les pop, Ouais. ouais, qui sont un marché aussi en extension. Hein. Funko a essayé de digitaliser les pop et du coup, tu peux faire du redeem de tes jumeaux digitaux en vrai. J'en ai un petit paquet à la maison. Notamment sur Star Wars, ils ont fait une série spéciale de Star Wars avec des niveaux de rareté et tu ouvrais des boosters et en collectionnant l'intégralité de la collection, tu obtenais le Grail qui est sorti seulement, et pour des Funko, c'est pas grand chose, à un peu moins de 1000 exemplaires. Voilà, Hmm. voilà, Ok, voilà. ok, ok. Ok, très bien, très bien, très bien. On est allé vite, mais au moins on a fait le tour. Le problème, c'est que ce Figital-là, ça parle pas forcément à ceux qui viennent du Web 2. Acheter quelque chose de digital pour avoir quelque chose dans la vraie vie, c'est pas encore ancré. C'est-à-dire que l'inverse est mieux, c'est-à-dire vous achetez quelque chose en vrai et vous avez un truc, par exemple, pour équiper votre allons sur Fortnite, t'achètes quelque chose en vrai, t'achètes une paire de Nike ou t'achètes enfin quoi que ce soit, et tout d'un coup t'as un code pour que dans Fortnite ton personnage porte la même chose que toi. Ça parle plus à des gens que viens acheter un skin sur Fortnite et je t'enverrai le t-shirt qui va avec. Ouais. Donc Oui, il y a encore en fait un truc, mais à la fois ça marche, mais il y a encore un problème de perception oui, là-dessus. Mais là, le double numérique, je pense que les gens, enfin, ce concept de base, pour le coup, pour moi, c'est encore différent parce que tu as. Comment dire? En fait, là, les gens comprennent que c'est un bon, c'est comme un bon pour avoir la vraie carte, quoi, en fait. oui, ouais, ouais. Donc, t'as pas. Il y a Enfin, un désavantage aussi de ça pour des grandes marques, hein, c'est que tu maîtrises totalement le nombre que tu vas en faire, ce qui rend une certaine rareté. Je pense par exemple à un truc qui aurait dû fonctionner, qui n'a pas super bien fonctionné. Renault, au moment où ils ont annoncé la R5, ils ont fait une collection de NFT pour obtenir des chaussures, des hum, sneakers. hum, Ok, hum, donc ils ont mis en vente les NFT. Ils savaient exactement combien de NFT avaient été achetés. Donc, du coup, ils ont lancé une prod de sneakers uniquement comme ça. Donc, ça leur coûte pas grand-chose
parce qu'ils ne se retrouveront pas avec des dizaines et des dizaines de sneakers non vendus. Et une fois que tu as ce jumeau numérique, eh ben, tu pouvais redeem en vrai la sneakers. Génial. Bah, Ouais. je me souviens très bien, on les avait reçus d'ailleurs à ce moment-là. Et, Ouais. et c'est vrai que c'était. Voilà. Après, Bon, c'est un ça s'est peu. mal terminé avec la communauté et avec là ils en ont pris un coup sur leur crédibilité, mais du coup Ouais. Mais alors, du coup, comment tu vois. Là, parce qu'il nous reste même pas 5 minutes, là. ouais, Comment tu vois les choses, toi, sur dans le marché l'évolution. aujourd'hui? Ouais, Ouais, en fait, là, on a vu, il y a clairement un trend fort sur ces doubles numériques. oui, Il y en a quelques-uns, il y en a 3 qui sont là, enfin, dans le monde blockchain, mais bon, il y en a plein d'autres qui essaient d'émerger d'ailleurs. ouais. La Euh, question, c'est à quoi le process maintenant, si on intellectualise le truc, la question, c'est quelle utilité, en fait. Si on reste sur le marché de la collection, c'est un moyen pour les gens de se dire, je le possède, je peux m'en débarrasser quand je veux, c'est-à-dire que je peux le vendre, il y a un marché, et je sais qu'il n'est pas chez moi, donc on ne peut pas me le voler. Il est tenu par quelqu'un d'autre, et comme c'est un tiers de confiance, je peux effectivement être tranquille sur le fait qu'on ne me le volera pas, que ça ne perdra pas, voilà. Et puis en fonction, comment tu t'assures que quand tu vends le NFT, tu es bien en possession de la carte? Ah, c'est parce qu'il y a une question dans le chat, donc j'y réponds. Bah, en fait, quand tu vends le NFT, la carte, c'est pas toi qui l'as. En fait, tu l'as transférée à un tiers de confiance, qui, dans ces cas-là, est un coffre-fort de la Brinks. Donc, potentiellement, on peut penser que la Brinks est un tiers de confiance. Et du coup, sur ce coup-là, bah, en fait, tu as toutes les protections, comme si tu allais dans ta banque, tu descendais comme dans une série télé dans la salle des coffres et que tu récupérais tu récupères ton item. Donc, moi, tu as ton micro coupé, John. Pardon. C'est un peu la force de ces startups qui ont dealé Ouais, avec la Brinks au départ, c'est que souvent, mais ça se vérifie d'ailleurs, elles ont des accords où si la boîte, par exemple, aussi dépose, et ben, tu as un lien direct avec le coffre, en fait. voilà. Donc, ça veut dire que donc, tu as le tiers de confiance, enfin, la société, on va dire, qui commercialise ça. Normalement, si les choses sont bien faites, mais ça, c'est à vérifier justement sur comment elles sont structurées. Mais en tout cas, sur les leaders, je sais que sur Courtyard, alors maintenant, ils sont plus à la Brinks, mais ils ont gardé le même système de relations directes et en fait, où finalement, la trésorerie, c'est un peu comme une banque, si tu veux, la trésorerie liée aux cartes n'a pas de lien avec la trésorerie de la startup. Et Voilà. donc, ils ont comme deux sociétés séparées, un peu, ou un système de ce type-là, qui fait que bah, tu as un lien direct entre l'utilisateur et la carte qu'il possède, quoi. Et surtout, Donc, tu transportes qu'un wallet avec ton NFT et non pas ta montre qui vaut 15 000 $, ta carte qui vaut 1 million de $. Donc, oui, oui. voilà. Et puis surtout, on voit l'alternative. À la base, tu veux acheter des cartes de collection en ligne. Enfin, t'as quoi? Tu vas acheter des cartes. Toi, tu vas aller justement dans les boutiques, les grands rendez-vous dans ta ville ou lors de salons où tu vas pouvoir trader de la carte, mais c'est un peu au petit bonheur la chance. Ouais. Soit tu vas aller sur eBay. Avec une euh, chance de te retrouver avec une fausse carte chinoise imprimée sur une voilà, imprimante. avec Voilà, une forte chance de te faire bananer avec toutes les arnaques du monde qui existent. c'est La ça. fausse, ce truc, la poste, le truc il est arrivé, il n'est pas arrivé, elle est abîmée, elle est dans tel état, elle n'était pas vraie, machin, enfin, Ouais. tout. Et là, finalement, pour le coup, et c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que, à mon avis, pour le coup, sur le modèle de la carte, ce que font Courtyard et les autres, je pense que ça va rester comme un standard de marché pour moi. Oui. Oui, Alors, c'est clair que là, pour terminer sur ta question, puisqu'il nous reste peu de temps, sur comment je vois la suite, il y a ces acteurs-là, il y a peut-être ce qu'on appelle des scoundrels, des petits corsaires qui vont inventer des fulgurances sur un tel ou tel aspect, mais je pense que le mainstream, c'est le jumeau numérique, sécurisé quelque part, que tu peux redeem, qui reste une valeur marchande, hein, parce qu'il faut oublier que les collectionneurs,
il y a quand même une bonne partie qui compte faire des bénéfices dessus. Quand tu achètes des cartes de baseball, comme disaient les Américains, c'est pour la retraite. Ça joue quand même sur là. Et puis quand on voit les montres aussi, les montres qui prennent c'est un vaste sujet, tout est ce qu'on appelle le RWA, quoi, le Real World Asset. Donc toute cette thématique là, c'est est-ce qu'on peut tout tokeniser? Mon avis c'est oui, mais l'idée c'est quelle utilité? Et là je pense qu'on a une vraie utilité, ça sécurise l'acheteur, ça sécurise le vendeur. Et ça sécurise grâce à la blockchain, tu peux le traquer, tu sais qui l'a eu, tu sais. Enfin, pour moi la grosse tendance, c'est quand on sera plus en bière et que quelqu'un aura enfin arrêté d'attaquer des gens partout dans le monde, peut-être qu'on aura une stabilité qui fera que les gens vont y revenir en se posant autour d'une table en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Donc il y aura des nouveaux usages. Les gamers seront toujours à la recherche de cartes pour jouer. Le futur, à mon avis, pour moi, c'est très, très, très ouvert encore sur ça. La base, c'est que le jumeau numérique est là pour rester, et ça marche, les jumeaux numériques. Ça marche de fou dans tout. Regardez Dassault qui fait des jumeaux numériques de ses avions pour les tester avant de les produire. C'est une vraie tendance de fond. Maintenant, on se reverra dans quelques mois pour voir si ça a évolué, mais c'est clair que je pense que le futur du TCG, le physique c'est sympa, mais il y a la valeur collection et puis la valeur argent qu'il ne faut pas oublier, et que ça motive les gens pour trouver des solutions qui sécurisent à la fois les acheteurs et à la fois les vendeurs, quoi. Bien sûr. Bah, écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Laurent. Merci de nous avoir partagé tout ton savoir, j'ai envie de dire presque académique sur le sujet. Écoute, je pense qu'on va se revoir très prochainement parce que le sujet est ouvert maintenant. J'affiche le dernier Dimension fait perdre une grande partie de l'ADN des trading card games. Dommage. Alors là, c'est un grand débat, en effet. C'est un grand débat, le fait de jouer avec ces cartes et de les toucher en vrai. Oui, je suis d'accord, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je vais toujours sur des conventions, je vais toujours sur des tournois, et je suis toujours content, comme disait John, de trouver le petit vendeur qui a la carte que je cherche. C'est toujours sympa. Mais à un moment donné, on est dans un monde aujourd'hui où les gens n'ont pas forcément le temps de faire tout ça, et c'est une bonne alternative. Tout le monde y trouve son compte, mais je suis d'accord avec la dernière remarque. Ça manque un peu de physique et de social et on va dire de rencontres, puisqu'il y a quand même ça aussi dans les TCG et les trading card games, c'est le fait de discuter et de négocier avec les gens, quoi. Il y a ça aussi. C'est sûr. L'humain. Écoute, à suivre. Merci pour tes commentaires. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis demain, on se retrouve. On va parler un peu des AI avec Stéphane et Adrien de Max IA, et aussi Patrick Tresset et Artemore pour parler d'art pour le coup, et un peu d'IA aussi, mais dans un autre domaine. Donc, merci beaucoup, Laurent. Passez une excellente journée. Merci. Et puis, comme on dit chez nous, good morning. Happy. Good morning. We be happy. Good morning. We be with you.